J'appartiens à une génération d'artistes à qui on a dit que la peinture était morte. Et la première fois qu'on m'a raconté, enfin qu'on m'a dit ça, c'était quand je rentrais aux Beaux-Arts. Avant de rentrer aux Beaux-Arts, moi j'avais ma vision de la peinture, c'était une vision, on va dire, candide. Et j'ai choisi de commencer avec ce tableau. Quand j'ai fait ce tableau, c'était la première fois où j'avais la sensation que j'avais vraiment fait un tableau. Et donc j'étais très fier d'arriver aux Beaux-Arts avec cette peinture. Et la première chose qu'on m'a dite, c'est que la peinture était morte. Alors j'ai été assez surpris, parce qu'en plus de ça, on me disait que il ne fallait plus peindre, que la peinture était presque interdite. Et j'étais assez surpris parce que pour moi, une école d'art, c'était un territoire de liberté. Et je trouvais bizarre que la première chose qu'on me dit dans ce territoire de liberté, c'est qu'on m'interdit quelque chose. Cette histoire de la mort de la peinture m'a questionné. Et j'ai compris assez vite que, en fait, il y avait une méprise sur le terme mort de la peinture. Et que les professeurs qui me parlaient de cette mort de la peinture, en fait, c'était plus une idéologie qu'une pensée. Et derrière cette mort de la peinture, ils parlaient de la fin de la peinture. Alors que l'idée de la mort de la peinture, c'est une idée qui appartient à l'essence de la peinture. Et ça, on le retrouve dans l'histoire de l'art, on le retrouve dans le texte le plus ancien sur l'histoire de l'art, qui a été écrit par Pline l'Ancien. C'est un texte 1er siècle avant Jésus-Christ. Et il va parler de la peinture romaine dans Histoire naturelle. Et il qualifie la peinture romaine d'un art qui expire. Ensuite, on va trouver une autre trace de la mort de la peinture dans le livre de Giorgio Vasari, Les vies des peintres, sculpteurs et architectes. Et lui, il va annoncer la mort de la peinture un peu différemment. Il va notamment annoncer la mort de la peinture à cause ou grâce, on ne sait pas, de cette peinture de Raphaël, qui est la Transfiguration. Et lui, l'argument qu'il va donner, c'est la beauté de cette peinture. Pour lui, cette peinture est tellement belle que la peinture est morte ce jour-là, parce qu'on ne pourra plus jamais peindre de chef-d'œuvre aussi beau que celui-là. Et on va voir que la mort de la peinture, elle va suivre son cours, et au moment de l'apparition de la photographie, on va aussi annoncer la mort de la peinture. Et cette fois-ci, on va l'annoncer par rapport à une problématique qui est plus celle de l'image. Donc là, j'ai choisi 2 photos de Nadar de Victor Hugo. Et on comprend bien que ce rapport à l'image, au XIXe siècle, elle ne va pas faire mourir la peinture, mais au contraire, elle va l'enrichir de quelque chose. C'est qu'elle va lui débarrasser d'une fonction qui est la fonction de l'image. Et si on reprend tous ces arguments de la mort de la peinture, on s'aperçoit que ces arguments participent à la Renaissance à chaque fois. Donc avec Pline, elle se débarrasse de cette notion décorative. Avec Vasari, elle va se débarrasser de la notion de beauté. Avec l'apparition de la photo, elle va se débarrasser de la notion d'image. Et ce qui va permettre aux peintres de réinventer la peinture à chaque fois. Après la photographie, l'impressionnisme va inventer une autre façon de peindre. Le cubisme aussi va être une autre façon. On va avoir aussi l'abstraction. Comment est née la peinture? Alors il y a l'histoire romantique de la naissance de la peinture avec Callirhoé. Donc là, pareil, c'est une histoire qui est racontée une nouvelle fois par Pline. Callirhoé, c'est la fille d'un potier. Elle va tomber amoureuse et son amant va partir à la guerre. Afin de garder l'image, ou de garder plutôt l'âme de la personne qu'elle aime, elle va décider de dessiner sa silhouette par ombre portée sur le mur. C'est souvent le mythe qu'on raconte pour écrire ou pour raconter l'origine de la peinture. Plus vraisemblablement, pour moi, l'origine de la peinture vient de la préhistoire. Et de la même manière que probablement que le bruit a provoqué du son et que le son a provoqué de la musique, eh ben, la conscience de l'existence par l'empreinte a permis la trace, qui a permis le dessin. On voit comment ces mains imprimées, qui signifient une empreinte, ont ensuite permis de dériver sur la trace, et de cette trace, on est arrivé à la représentation du monde au dessin. Ce que je trouve intéressant, si on reprend la grotte de Lascaux, c'est qu'il y a aussi le support qui est important, la grotte. Et en fait, on suppose que ces dessins... Alors, il y a plein de théories sur ces dessins, et ces théories, elles évoluent au cours du temps. Mais une des dernières, c'est que en fait, ces grottes seraient là pour raconter les mythes originels de l'émergence. Donc on pensait que, on imagine qu'à l'époque, les hommes étaient sortis de terre avec les animaux et qu'en sortant des grottes, ils devenaient mortels et qu'à un moment,
il y a eu un cataclysme, la grotte s'est refermée, et qu'à chaque fois que les hommes préhistoriques trouvaient une grotte, ils pensaient que c'était de là qu'avaient jailli les hommes et les animaux. Donc ils repeignaient un peu ces animaux comme pour les appeler à nouveau à sortir. Donc c'était une forme de célébration. La peinture, elle a permis plusieurs choses. Elle a permis de posséder, ça on l'a vu avec le mythe de Kaliroé. Elle a permis d'observer et de communiquer. Donc cet acte de peindre, elle répond dans cette histoire de possession au désir profond de l'homme, de posséder quelque chose. Et donc ça va être la possession qui passe par le vecteur de l'image. Ça a permis aussi l'observation. L'observation a permis la description. Donc là, j'ai choisi de l'illustrer avec Léonard de Vinci. Et cette capacité d'observer et de décrire, c'est ce qui a fait naître la science, c'est ce qui a fait naître la médecine, c'est ce qui a fait naître l'architecture. Donc, le pouvoir de l'image, de la représentation. Et ce que ça a permis aussi, c'est que ça a permis de communiquer. Parce que la peinture a cette particularité de pouvoir s'inscrire dans le temps. Et ça, il y a des gens qui l'ont compris tout de suite, ce sont les puissants. Et les puissants ont compris que l'intérêt de la peinture et de l'image, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où l'image est très fréquente, mais jusqu'à l'invention de la photo, les seuls dépositaires de l'image, c'était les artistes. Il n'y avait qu'eux qui étaient en capacité de fixer dans l'éternité le portrait de quelqu'un. Et on a du mal à se projeter dans cette période-là, parce qu'aujourd'hui on est dans un moment d'abondance, mais jusqu'au XIXe siècle, les artistes étaient souvent associés aux puissants, à l'Église, associés au roi, pour pouvoir mener une forme de propagande, on va dire. J'avais choisi de vous présenter la série de Rubens qui se trouve au Louvre, la série des Médicis. Et donc Marie de Médicis va commander à Rubens 25 toiles immenses. Et pour moi, ces peintures illustrent bien le pouvoir de la peinture, voilà, et de la propagande qui peut être menée autour de ça. Alors j'ai choisi particulièrement celui-là parce que je le trouve en même temps, ça fait partie des très grands tableaux de Rubens, mais en même temps, il a un côté ridicule dans une forme de mise en scène quasi emphatique, où on voit Jupiter et Junon qui présentent avec les amours le portrait de Marie de Médicis à Henri IV. Henri IV qui, derrière lui, a cette figure androgyne qui figure la France. Donc c'est une sorte d'explosion d'accords pour célébrer cet amour. Et puis on voit qu'Henri IV est subjugué par la beauté de Marie de Médicis. Donc on voit bien à quoi va servir les images. Et il faut se rendre compte qu'à l'époque, Rubens, quand on va lui commander cette série de peintures, si on cherche un équivalent aujourd'hui, c'est comme quand Hollywood va demander à Peter Jackson de faire Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'on part sur une super production. Il va y avoir des dizaines de peintres qui vont l'assister pour réaliser ça. Et donc, pour Marie de Médicis, c'est un enjeu de pouvoir faire la démonstration qu'elle est capable de faire une œuvre aussi importante. Alors, pourquoi j'ai mis cette image ? C'est parce que vous avez bien compris qu'à travers l'histoire de l'art, les artistes sont ceux qui ont acquis une forme d'expertise de l'image. Et cette expertise de l'image, pour moi, elle est une des raisons du retour de la peinture aujourd'hui. Alors je me suis amusé cet été parce que vous avez tous entendu cette polémique autour de cette image ou de cette séquence de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques où beaucoup de gens ont été offusqués parce qu'ils ont cru y reconnaître la scène. Et moi je me suis amusé à faire un petit jeu iconographique et comme beaucoup l'ont fait, ils ont associé à ce tableau de Léonard de Vinci qui se trouve dans le réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces. Mais très vite, certains historiens de l'art ont dit « mais non, ça ne peut pas être la scène puisque Philippe Catherine a autour de lui des fruits, des raisins, donc c'est plus probablement le tableau de Bacchus, donc les noces de Bacchus. » Mais moi, j'ai voulu m'amuser un peu plus avec cette scène et moi, quand j'ai vu Philippe Catherine tout nu, je me suis dit non, moi, ça me fait penser au déjeuner sur l'herbe. Et en fait,
le déjeuner sur l'herbe, c'est presque la vision inversée de la scène avec Philippe Catherine, parce que ici c'est une femme nue au milieu d'hommes habillés, alors que Philippe Catherine, c'est lui qui est nu, et les personnages autour de lui sont habillés. Et puis en plus, il est très proche de, de la position de la jeune femme. Et en fait, de digression en digression, je me suis dit, bah oui, mais ce tableau, en fait, c'était un tableau où Manet voulait rivaliser avec le concert champêtre. Et pour rivaliser avec le concert champêtre, il s'est dit, je vais imaginer une composition faite par le plus grand peintre de l'histoire de l'art, et donc il va choisir Raphaël à nouveau, avec le Jugement de Paris. Donc le tableau original a disparu, il ne nous reste que la gravure. Et si vous regardez le groupe de personnages qui se trouve en bas, à droite, vous avez la composition du déjeuner sur l'herbe de Manet. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah bah tiens, si on fait référence à Raphaël, moi, la scène avec Philippe Catherine, elle m'évoque une autre scène qui est de Raphaël, qui est l'école d'Athènes. Et à ce moment-là, si on prend l'école d'Athènes, de la même manière que sur la scène de Thomas Joly, on va voir les personnages, tous les philosophes qui ont des habits de lumière. Donc on va reconnaître Socrate, on va reconnaître Platon et Aristote. Platon qui va se retrouver en rouge qui montre le ciel. On va avoir Aristote qui montre la terre. Donc il a la main comme ça ne veut pas dire que la terre est plate, hein, ça veut dire qu'il montre le sol. Et le personnage qui est en bleu aussi et qui ressemble le plus à la position de Philippe Catherine, ben ça va être le personnage qui est assis sur les marches et qui est Diogène. Et Diogène, c'est celui qui se moque des puissants. Et je trouvais que c'était intéressant et on fait une sorte de boucle. Ce que je veux dire par cette démonstration-là, c'est pas forcément que Thomas Joly a eu envie de faire de la citation de tous ces tableaux, mais que tous ces tableaux constituent en fait ce qui a constitué sa culture et notre culture commune. Dans cette histoire-là, sur la polémique, on va dire sur la scène du Christ, c'est que la scène du Christ de Léonard de Vinci, elle n'appartient pas à l'Église, mais en fait, elle appartient à l'artiste qui l'a fabriquée. Donc c'était un peu de cette manière-là que je voulais vous montrer ce jeu sur comment l'artiste a joué avec l'image. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on assiste à un retour de la peinture. Et parmi les éléments marquants de ce retour de la peinture, il y a eu un événement au mois de septembre, on en parlait tout à l'heure, au musée d'Orsay, qui s'est appelé le Jour des peintres. J'ai eu la chance d'y participer. C'était un événement qui a été initié par Thomas Lévillane et Nicolas Gosserand. Ce que je me suis dit, c'est que est-ce que cet événement n'est pas un événement qui va nous marquer un peu comme d'autres événements nous ont marqué un peu dans l'histoire de l'art, comme une forme de renaissance de la peinture. Donc c'est sûr qu'en France, on a eu plusieurs moments de la renaissance de la peinture. On l'a eu dans les années 30, quand Paris devenait le centre de la peinture, avec Picasso, Soutine, Chagall. Enfin, il y a eu cette effervescence. Il y a eu le 17e français aussi, qui a été un moment assez fort. Et dans le 17e français, il y a une anecdote qui me plaît assez, c'est que dans l'Encyclopédie universelle, on a voulu essayer de qualifier toutes les écoles qui étaient présentes à l'époque. Donc au XVIIe, vous aviez l'école vénitienne, vous aviez l'école romaine, vous aviez l'école allemande, flamande et l'école française. Et pour chacune des écoles, l'Encyclopédie a décidé de les qualifier. Donc l'école vénitienne, c'était sur la couleur, l'école romaine, c'était sur le dessin, l'école allemande était une école qui était qualifiée par son rapport à la vérité sans faire de concessions au laid et au beau. Et quand il arrive à l'école française, il décide de dire que cette école, en fait, elle tient de toutes. Et en fait, j'aime bien cette idée que la définition de la peinture française de l'époque explique le multiculturel. C'est-à-dire que la France, se situant un peu dans une sorte de carrefour, son âge d'or correspond au moment où toutes les écoles se réunissent en une. Et quand on pense aux années 30 à Paris, ce moment de la peinture, c'est un peu similaire. C'est-à-dire que c'est le moment où le monde entier vient à Paris pour échanger, pour peindre. Et je me suis dit, ce jour des peintres à Orsay, c'est peut-être ça, parce que Thomas Lévillane avait réussi à réunir plus de 80 peintres sur 3 générations, et il témoignait d'une certaine manière de la vitalité de la peinture à ce moment-là. Un autre élément qui, pour moi, est assez important
pour parler du rôle de l'art aujourd'hui, c'est le caractère intemporel de l'art. Quand j'étais aux Beaux-Arts, je vous ai dit, on m'a dit que la peinture était morte, et on a associé ça à une idée un peu de mode. C'est-à-dire qu'on me disait, la peinture, elle ne peut pas être contemporaine, puisque pour la plupart de mes professeurs, ce qui était contemporain, c'était plutôt les outils. Donc ils me proposaient plus d'utiliser la photo, la vidéo comme moyen d'expression. Pour la petite anecdote, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, ils venaient de monter l'atelier Timecode, dont ils étaient très fiers, qui avait coûté plus de 300 000 francs à l'époque à monter. Et un atelier Timecode, c'est ce qui permet de faire du montage avec de la VHS. Donc autant vous dire que 5 ans plus tard, l'atelier il était désuet. Et donc moi j'opposais au fait que la peinture ne soit pas contemporaine, je répondais que ce n'était pas le sujet de la peinture, parce que le sujet de la peinture, ce n'est pas d'être contemporain, mais c'est d'être intemporel. Et j'ai choisi ce tableau-là pour vous parler d'intemporalité, parce que c'est pour moi, parmi les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, un de ceux que j'aime le plus. Il y a eu des milliers de portraits qui ont été faits, mais celui-là en particulier, il a capté l'attention des spectateurs pendant près de 4 siècles. Et ce regard qui nous interroge, on ne peut pas dire qu'il est d'hier, qu'il est d'aujourd'hui. En fait, il nous interroge dans l'instant. Et pour moi, une des vertus de l'histoire de l'art, c'est d'avoir ce caractère intemporel. Et donc l'intemporalité du temps me permet aussi de parler de ce rapport au temps long qu'à la peinture. Dans une société où tout va s'accélérer. Et dans une société contemporaine qui peut être qualifiée de différentes manières. Donc on pourrait penser que c'est une société de progrès, on va dire. Et le progrès est ce qui a amené la croissance. Et la croissance, c'est ce qui a amené l'accélération du temps. Et cette accélération du temps, pour moi, l'art, c'est ce qui permet de le tempérer. Donc on est dans une société aussi paradoxale, contradictoire, qui est animée de forces différentes. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui va qualifier une époque va permettre aussi à la peinture non seulement d'interroger son époque, mais de trouver sa façon de la réinventer. C'est pour ça que le rôle de l'art et le rôle des artistes aujourd'hui, c'est de comprendre la société dans laquelle ils sont pour essayer de voir comment, avec la peinture ou avec l'art, ils vont pouvoir la transformer. Cette société, elle est paradoxale dans laquelle on vit. D'une certaine manière, on assiste à une expérience assez étrange, puisque depuis près de 80 ans, on vit une expérimentation, je trouve, de deux sociétés contradictoires. On est à la fois dans une société démocratique et en même temps, on est dans une société de consommation. Et pour moi, les deux critères sont des critères contradictoires. Pour la démocratie, on a besoin de solidarité, on a besoin de liberté et on a besoin d'être éclairé, alors que dans une société de consommation, c'est presque l'inverse. On a besoin de frustration, on a besoin d'individualisme et on a besoin presque d'inculture, d'une certaine manière, pour pouvoir consommer de plus en plus. Et l'art, c'est ce qui permet un peu de sortir de ça. Moi, j'ai l'impression que sur l'accélération du temps qu'on a dans notre société actuelle, on a du mal à la voir être à l'œuvre, puisqu'on est noyé dedans. On est un peu, vous savez, dans cette histoire de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide, on met le feu tout doucement, et puis la température monte, et on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de bouillir. Et bien l'art, c'est ce qui permet de sortir de la casserole d'une certaine manière, pour s'apercevoir que peut-être le temps s'accélère d'une manière un peu anormale. Pour les artistes, essayer d'identifier ce qui va faire la particularité ou les caractéristiques de notre société va à la fois infuser dans le travail, mais il va falloir aussi s'en détacher. Donc ce qui est compliqué, c'est à comprendre pour un artiste comment faire la différence entre la vague et l'écume, entre ce qui sont des paramètres importants et ce qui sont des paramètres, on va dire, accessoires. On est mondialisé, on est dans une société qui se numérise, qui se virtualise. Dans cette virtualité, qu'est-ce que peut apporter la peinture ? La peinture, pour moi, c'est un élément unique, c'est un élément charnel qui répond à la société virtuelle dans laquelle on est. Et avec cette présence de la chair, on a la présence aussi de l'intervention humaine, on a la présence de la main. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Walter Benjamin, cette notion d'intervention manuelle qui, d'une certaine manière, répond à la technologie dans laquelle on est. Je peins dans ce contexte-là, et il a fallu que je comprenne, d'une certaine manière, comment tous ces paramètres étaient à l'œuvre dans mon propre travail. Et
on ira ensuite voir l'exposition, certains l'ont déjà vue, et cette exposition, elle correspond à une grande transformation. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai eu une forme d'intuition, c'est que ma peinture, elle agirait en 3 chapitres, 3 moments de vie. Premier chapitre, je l'ai appelé la possibilité de peindre. Pour moi, ça correspond à l'apprentissage. Donc l'apprentissage de la peinture est à la fois un apprentissage technique, un apprentissage de l'histoire de l'art et un moyen de comprendre comment j'allais utiliser mes outils. C'est pour ça que je l'ai appelé la possibilité de peindre, parce que c'est comment je rends possible la peinture. Le chapitre 2, c'est appelé le plaisir de peindre. Et le plaisir de peindre, pour moi, c'était comprendre maintenant la maîtrise de mes outils et comment j'allais utiliser ces outils et les déployer au maximum. Ça m'a permis de travailler différents sujets de la peinture, ça m'a permis de travailler différentes formes de la peinture. Et il y a quelques années, enfin il y a 2 ans plus exactement, j'ai senti qu'il fallait que j'attaque un nouveau chapitre. Et le nouveau chapitre que je devais attaquer, je me suis retrouvé un peu démuni face à ce chapitre-là. Et c'est grâce à une résidence d'artiste que j'ai fait à Cancale. J'ai été invité par la galerie Antoine Dupin. Et j'ai voulu, dans cette série, me reconfronter une nouvelle fois à l'extérieur et renouveler l'expérience de Jeanne Boudin, de Courbet ou de Monet, de peindre face à la nature. Très vite, j'ai compris que quand je peignais face à la nature, je ne pouvais pas exactement reproduire ce que j'avais devant moi, c'est-à-dire que je ne pouvais pas être dans l'image, mais il fallait plus que je sois dans une forme d'émotion. Donc il fallait que je change mon rapport au temps aussi, c'est-à-dire qu'il fallait que j'aille plus vite dans ma manière de peindre, parce que quand je commençais à peindre un nuage, au bout de 10 minutes, il avait déjà disparu. Donc il y a eu cette prise de conscience que j'étais entre le moment et l'instant. L'instant est plus l'élément pour le photographe, le moment est plus l'instant du peintre. Et quand je suis rentré à l'atelier, il a fallu que je comprenne ce qui s'était passé pendant cette résidence et comment mon travail allait évoluer. Et ça a été un moment particulier parce que face à ce bouleversement, j'étais face à ce qu'on pourrait appeler la page blanche. C'est-à-dire que je ne comprenais plus quels étaient les sujets que j'allais peindre. Et il m'a fallu plusieurs mois pour les comprendre. Et une des manières de les comprendre, ça a été la visite de l'exposition Rothko, qui avait à la Fondation Louis Vuitton l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant. Donc du coup, on a pris quelques reproductions pour vous permettre de vous replacer dans cette exposition. Il se trouve que quand j'ai visité l'expo, j'avais 50 ans et je me suis dit, comme l'expo est chronologique, je vais m'arrêter dans la salle où Rothko a 50 ans. Salle 1, on voit cet autoportrait que Rothko fait, on voit quelques vues du métro new-yorkais. Donc là, on est salle 1, puis salle 2, on va se retrouver dans une série où Rothko va avoir tout un sujet mythologique, va avoir un style qui va s'approcher de Mata, qui va s'approcher de Miro un peu. C'est une partie que je ne connaissais pas du tout du travail de Mark Rothko et que j'aime moyennement. Donc j'étais assez surpris de voir cette série-là. Et puis quand on arrive salle 3, on va voir les premières vues d'atelier. Et là, je me dis, là, ça y est, on commence à reconnaître un peu Rothko. Et là, je me penche sur le cartel et il a 51 ans au moment où il fait ça. Et là, je réalise que plusieurs choses. Déjà, à la fois, dans un premier temps, une angoisse, c'est qu'en fait, j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai 50 ans, j'ai 25 ans de peinture comme Rothko derrière moi, mais de la même manière qu'à 50 ans, Rothko n'est pas encore Rothko, moi, je ne suis pas encore le peintre que je veux être. Il y a le sentiment d'angoisse, mais il y a aussi un sentiment joyeux qui me dit j'ai encore 17 salles à faire, parce que derrière cette salle, il y en a 17 autres qui sont remplies de peintures de Rothko. De la même manière, un des peintres qui m'a le plus influencé, c'est Claude Monet. Claude Monet, à 50 ans, il a fait qu'Impression Soleil Levant, qu'on connaît à peu près. Mais à 50 ans, c'est un impressionniste parmi les impressionnistes, et il n'a pas encore fait les Meules de Foin, il n'a pas encore fait les cathédrales de Rouen, il n'a pas fait les boucles de la Seine, et bien sûr, il n'a pas fait encore les nymphéas. Donc, tout d'un coup, cette prise de conscience, je vais aller chercher plein d'autres peintres et je vais m'apercevoir effectivement que la peinture, c'est le temps long pour le spectateur, mais c'est aussi le temps long pour le créateur. Et je pense que c'est un sujet qui est assez important parce que je vous parlais de cette société dans laquelle on vit où tout s'accélère et
je me suis dit, il ne faut pas que je me fasse influencer par la société, il ne faut pas que je me fasse influencer par le milieu dans lequel j'évolue, le milieu de l'art, qui est un milieu qui est sur des injonctions aussi de monstration, des injonctions aussi, on va dire, financières, c'est-à-dire qu'un artiste, il faut qu'il vende beaucoup, il faut qu'il fasse des expositions. Et donc, d'une certaine manière, il fallait que je revienne dans le temps de la peinture, dans l'atelier. Et parmi les peintres qui m'ont pas mal influencé aussi, il y a Pierre Soulages. Et Pierre Soulages, avant 1980, c'est-à-dire avant qu'il ait 60 ans, il fait partie des peintres abstraits, il a certes une grande notoriété, mais il n'a pas encore fait les grands polyptyques et l'outre noir. Donc on voit bien aussi comment, chez un peintre comme ça, il y a une forme d'importance du temps long. Et je dis ça aussi parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir aux Beaux-Arts et qui ont envie d'une forme de rapidité face à la peinture. Et ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que le but, ça ne va pas être de faire des expositions tout de suite, ça ne va pas être de se carboniser, on va dire, face à un marché de l'art, face à un milieu ou face à un désir ou une envie de montrer son travail, mais c'est de comprendre réellement qui on est et d'avoir une forme de certitude par rapport au travail que l'on montre. Et alors, ouais, juste pour terminer sur Soulages, j'aime beaucoup une phrase qui, pour moi, illustre parfaitement le travail d'un créateur. Il dit « c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche ». Et cette phrase, pour moi, quand quelqu'un me dit « mais qu'est-ce que c'est que l'art ? C'est quoi le travail d'un artiste ?» Pour moi, c'est celle qui l'explique le mieux. Elle explique le mieux comment un artiste travaille avec son intuition, comment il travaille avec cette histoire de la réminiscence. Cette phrase, pour moi, elle fait écho à la pensée de Platon qui dit qu'on n'apprend pas, on se souvient. Et j'essaye, dans le travail que je mène, de faire confiance à une forme d'intuition. Alors, ce n'est pas évident, parce que des fois, comme je le disais, la page blanche fait qu'on n'a plus d'intuition, on n'a plus d'idées. Et dans cette année et demie dans laquelle j'expérimentais les choses, eh ben, le premier tableau à être sorti, c'est celui-là, qui est à l'exposition, qui a été aussi montré à Orsay au Jour des Peintres. Et j'avoue que quand il est apparu dans l'atelier, ben, ça a été un soulagement, parce qu'après un an et demi de page blanche, on passe par toutes les phases, des phases de désespoir, des phases où on a le syndrome de l'imposteur, où on se dit, bon non, finalement, j'y arriverai jamais. Alors je me rassurais en relisant les phrases que Monet écrivait à Clémenceau juste avant qu'il démarre les Nymphéas, parce qu'il était à peu près dans le même état. Il était assez déprimé. En plus de ça, il était veuf pour la deuxième fois. Il venait de perdre son fils, donc la vie n'était pas rigolote pour lui. Mais en plus de ça, il n'arrivait pas à peindre. Il écrivait ses lettres où il exprimait son impression d'inutilité. Et en fait, il va faire pratiquement un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art dans la suite. Donc je me suis dit, bon allez, accroche-toi à tes pinceaux, il y a encore un espoir. Voilà. Et ça m'a permis après d'enchaîner sur toute une série de peintures sur laquelle je commence tout juste à travailler. Donc moi je vois un peu cette nouvelle série comme un début, comme vraiment une forme d'amorce de nouveau travail, en me disant bah, j'en ai au moins pour 30 ans devant moi. Donc, et ce chapitre-là, j'ai décidé de l'appeler chapitre 3. Il y avait eu la possibilité de peindre, le plaisir de peindre, et j'ai appelé ça « Détruire la peinture ». Et détruire la peinture, j'ai rajouté 2 points, l'ambition du chef-d'œuvre. Parce que je me suis dit, autant fixer la barre assez haut et se dire qu'il y a une ambition. Mais pour avoir cette ambition, il faut passer par la destruction d'une certaine manière. Et c'est aussi pour ça que je vous parlais de la mort de la peinture au début, c'est que cette mort de la peinture, elle fait partie de l'histoire de l'art, mais elle fait aussi partie du parcours d'artiste. C'est-à-dire qu'il faut accepter par moment de renouveler son travail et de passer par une forme de destruction pour le réinventer. Et ces 3 chapitres, moi j'en avais eu l'intuition quand j'étais aux Beaux-Arts, en lisant Zarathustra de Nietzsche, où il a un petit chapitre où il explique que la vie d'un homme se découpe en 3 parties. D'abord l'homme est chameau, ensuite l'homme est lion et ensuite l'homme est enfant. J'aimais beaucoup cette histoire-là parce que le chameau, bah, c'est celui qui, pour traverser le désert, doit avoir sa réserve d'eau sur lui. Donc pour lui, la réserve d'eau, c'est sa culture, c'est son histoire, c'est l'éducation de ses parents. Puis après, il y a la période du lion.
C'est une période où on utilise un peu tout son savoir et donc on témoigne de sa puissance. C'est une période d'hubris, c'est une période où la vanité généralement l'emporte. Et qu'est-ce que peut l'enfant que ne peut le lion? C'est ce retour à une forme d'innocence, un retour un peu à ce moment presque d'innocence face à l'art. Et c'est pour ça que quand vous irez voir l'exposition, dans la vitrine, il y a toute une série de petits pastels. Et en fait, c'est des pastels que j'ai retrouvés cet hiver et que j'avais fait quand j'avais 25 ans. Et je me suis aperçu que dans ces petits pastels, que je faisais presque de manière nonchalante, il y avait déjà les peintures qui étaient 25 ans plus tard qui allaient être faites. Donc on sent que cette notion d'éternel retour, elle est présente dans la vie d'un artiste. Elles peuvent interroger, elles peuvent troubler. Mais moi, j'aime beaucoup cette idée. Et du coup, elle me permet d'avancer un peu plus pour la suite. Alors, en guise de conclusion, je voulais évoquer cette idée qu'on vit dans une période qui est assez anxiogène. Forcément, on vit sur des informations les unes derrière les autres qui nous inquiètent politiquement, qui nous inquiètent économiquement, qui nous inquiètent écologiquement. Et je pense que l'art va avoir un rôle fondamental à jouer dans cette période-là. Alors on parle beaucoup de l'Anthropocène, c'est-à-dire ce moment où l'homme est tellement intervenu sur le monde, et Bernard Stiegler disait qu'on est peut-être dans un moment où on arrive à la dernière étape de l'Anthropocène. Et libre à nous de subir ou de choisir ce moment-là, et je pense que les artistes peuvent proposer, d'une certaine manière, de faire le choix de changer un peu de moment et de changer quelque part l'histoire. J'ai tendance à partir d'un postulat qu'on est en train de vivre un âge d'or. Alors un âge d'or, ça peut avoir, c'est comme une monnaie à deux facettes. Si on prend par exemple différentes périodes de l'histoire, si on prend le siècle de Périclès par exemple, l'âge d'or de Périclès, c'est le moment où Athènes va découvrir la démocratie, va découvrir la philosophie, va avoir des inventions technologiques qui vont bouleverser Athènes, mais en même temps, c'est ce qui va correspondre à sa chute. Le Quattrocento, c'est un peu pareil, et c'est un moment un peu brillant de l'histoire de l'Europe. On va inventer la perspective, on va inventer l'imprimerie, on va découvrir l'Amérique, on va traduire du latin grâce à l'imprimerie des tonnes de textes, et pourtant, ça ne va pas nous préserver du chaos qui va suivre. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit un âge d'or, parce que si on prend un peu de recul, on se dit... le 20e et le début du 21e, on a vu l'invention de la psychanalyse, on a vu l'invention de la bombe atomique, on a pris la première photo de la Terre vue de l'espace. On voit aussi que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la femme a la maîtrise de sa fécondité avec la pilule. On ne mesure pas encore ce que ça va avoir comme impact. On voit les mouvements féministes qui arrivent. Donc on est dans un bouleversement de civilisation et je pense que ce bouleversement de civilisation correspond à un âge d'or. Pour moi, les artistes ont besoin de prendre en compte tous ces paramètres-là pour pouvoir proposer une nouvelle façon de regarder la peinture, de regarder l'histoire de l'art. Les artistes, on ne doit pas être là pour proposer une nouvelle image supplémentaire, mais simplement un nouveau regard. En 2-3 mots. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop confus. Parce que, évidemment, j'ai fait un plan et je suis parti. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait des questions, des interrogations sur des choses que j'ai pu dire. Oui ?